Numéro 5, donc le débat d'orientation budgétaire. Et chers collègues, avant que François Dessay nous présente les orientations budgétaires pour 2026, je vais vous dire quelques mots du contexte dans lequel s'inscrit notre débat, puisque nous ne sommes en effet pas dans un moment ordinaire, puisque le contexte national, les discussions autour du projet de loi de finances pour 2026 et les annonces du gouvernement concernant le nécessaire redressement des comptes publics imposent une plus grande prudence, mais nous avons quand même souhaité, contrairement à d'autres collectivités, délibérer sur ce débat d'orientation budgétaire et voter un budget avant la fin de l'année. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, notre pays vit avec un déficit public trop élevé. Il est passé d'environ 3% du PIB en 2017. D'ailleurs, je me demande qui était président de la République à cette époque, à près de 6% aujourd'hui. Et le projet de loi de finances 2026 affiche l'objectif de ramener ce déficit à 4,7% et de revenir progressivement vers les 3%. Et pour y parvenir, l'État annonce des choix stricts, c'est-à-dire limitation des dépenses, arbitrage plus serré et contribution directe demandée aux collectivités territoriales. Alors la semaine dernière, j'étais au Congrès des maires de France et nous avons dit à la fois la colère, la lassitude et la détermination des maires, parce que malgré 6 années de crise, je vous rappelle qu'on a traversé la crise sanitaire avec le Covid, la crise sociale, la crise économique, la crise énergétique aussi, la crise climatique, les communes ont toujours tenu bon, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Elles sont les dernières institutions de confiance sur lesquelles les Françaises et les Français s'appuient, mais cette robustesse ne peut plus être interprétée comme une capacité à absorber indéfiniment les errances de l'État sans moyens supplémentaires. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre est venu s'exprimer devant les élus et il a annoncé sa volonté de relancer la décentralisation. Il nous avait d'ailleurs envoyé une lettre lorsqu'il a été nommé ministre. Alors, je ne sais plus si c'était le Cornu 1 ou le Cornu 2. C'est pas important, mais chacun l'a dit et je le dis moi aussi, cette ambition ne peut être crédible si dans le même temps, le projet de loi de finances 2026 demande aux collectivités plusieurs milliards d'euros d'efforts cumulés, car les chiffres sont simples. Alors d'abord, on nous annonce les dotations ne progresseront pas ou très peu. Et la hausse des dépenses de fonctionnement autorisées pour l'ensemble des collectivités est plafonnée à environ 2,4 milliards d'euros. Et c'est à l'échelle du pays une quasi-stagnation, voire une baisse réelle, une fois l'inflation intégrée. Et ensuite, les collectivités devront absorber une partie des économies nécessaires au redressement national. Alors, on nous annonce entre 4 et 6 milliards d'euros selon les scénarios discutés au Congrès. Et c'est une réalité que tous les élus présents ont qualifiée de prise en tenaille, des charges qui augmentent, des marges qui se réduisent et une autonomie financière qui se réduit année après année. Autrement dit, nous allons devoir faire moins au même moment où nous sommes les plus sollicités par les attentes sociales, les attentes économiques et sociologiques, et plus que jamais, mais c'est ce que nous faisons depuis le début de ce mandat, chaque euro que nous dépensons doit être un euro utile. Alors à cela s'ajoute une réalité que chacun connaît ici, mais c'est important quand même de le rappeler, vous le ferez peut-être également Monsieur Dessay. Dijon, c'est une ville structurellement sous-dotée par l'État, puisque nous percevons chaque année entre 9 et 10 millions d'euros de moins que les communes comparables, en raison du niveau historiquement bas de notre DGF, dotation globale de fonctionnement. Et je rappelle, pour avoir des chiffres comparatifs, qu'en 2023, la dotation par habitant était de 160 euros pour Dijon, quand la moyenne nationale pour les communes de plus de 100 000 habitants se situe à 217 euros. Donc on est sur les 9 à 10 millions d'euros chaque année. Donc vous voyez, en cumulé, c'est énorme. Alors heureusement, la trajectoire financière suivie par la ville de Dijon nous permet d'aborder sereinement cette période. Et je pense que dans cette période anxiogène, les habitants ont besoin de sérénité et de stabilité, et de responsabilité également, puisqu'au moment où l'État, pour pallier sa gestion catastrophique, demande des efforts importants aux collectivités, nous nous trouvons dans une situation rare parmi les villes de notre taille. Nos finances sont bonnes, la qualité de notre gestion est saluée, a été saluée par la Chambre régionale des comptes, notre dette est maîtrisée, notre épargne reste élevée, et nos investissements ont été financés sans emprunt nouveau pendant plusieurs années. Ce n'est pas la norme et c'est même exceptionnel. Et en 2025 encore, les chiffres démontrent cette gestion exemplaire, puisque notre épargne brute
dépasse les 30 millions d'euros. Notre encours de dette avoisine les 91 millions d'euros. Je rappelle que c'est son plus bas niveau depuis 1988. Vous l'avez dit en conférence de presse, et notre capacité de désendettement reste inférieure à 3 ans. Et cette situation, il faut le dire, nous place parmi les villes les moins endettées de France dans notre strate. Alors ça ne veut pas dire que nous pouvons agir comme si de rien n'était, mais que nous avons les moyens justement de traverser cette période sans brutalité, sans rupture dans nos services publics et sans abandonner nos engagements, puisque beaucoup de communes qui ne sont pas dans la même situation ont dû fermer des services publics, doivent se séparer parfois d'agents, ou en tout cas ne pas recruter d'agents lorsqu'il y a des départs en retraite. Nous, ça nous permet en tout cas de façon responsable et mesurée de ne pas avoir de rupture dans nos services publics. C'est vrai que la force de notre trajectoire nous a aussi permis de maintenir le cap en traversant les crises successives, puisque depuis 2020, je l'ai dit, nous avons vécu une crise sanitaire, une explosion des coûts de l'énergie, une inflation généralisée, des tensions climatiques et aussi une hausse historique des assurances. Nous pouvons encore nous assurer, mais il y a des communes aussi qui, à un moment, ont été confrontées au fait de ne pas pouvoir être assurées. Et grâce à Monsieur le ministre, ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que dans de nombreuses villes qui ont subi ces mêmes crises, elles ont dû reporter des projets et, je vous l'ai dit, parfois fermer des services publics ou alors augmenter les impôts. Et en tout cas, on peut être fier que Dijon n'a rien abandonné. Les services publics ont été renforcés, les investissements ont été maintenus, à la satisfaction aussi de nos entreprises locales, parce que derrière ces entreprises locales, ce sont des emplois locaux également, et nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition depuis 10 ans. Nous avons aussi maintenu notre soutien au tissu associatif. Vous parliez d'aide pour la lutte contre les violences faites aux femmes ou autres, ou dans le développement durable. On le fait aussi au travers du financement à des associations qui travaillent sur ces domaines. Et je rappelle d'ailleurs que la Chambre régionale des comptes a salué notre investissement au tissu associatif. Nous avons aussi renforcé notre police municipale, modernisé nos écoles, rénové le patrimoine, végétalisé l'espace public, renforcer les services publics de proximité, tout en maîtrisant nos charges de fonctionnement mieux que la moyenne des grandes villes françaises. Et cette résilience n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une volonté politique, celle de mon prédécesseur et la mienne aujourd'hui, sur une équipe municipale responsable et sur des services d'une grande qualité. Et je les remercie toutes et tous pour leur travail, ainsi bien sûr que les agents qui mettent en application nos politiques. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons nous projeter à travers ce débat d'orientation budgétaire en ayant confiance en l'avenir, en continuant de faire preuve de prudence, mais également d'ambition. Nous pouvons rassurer les habitantes et les habitants sur la continuité des services publics et poursuivre nos investissements là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire dans nos écoles, dans la transition écologique, dans la tranquillité publique et la sécurité, dans la culture, dans le sport, dans la vie associative et dans l'amélioration du cadre de vie. Au fond, ce que ce rapport met en lumière, c'est que notre gestion solide n'est pas une contrainte, c'est ce qui nous permet de mener des politiques publiques ambitieuses. Et donc maintenant, je vous passe la parole, Monsieur Deseille, pour nous présenter plus en détail ce débat d'orientation budgétaire. Et je crois que vous avez aussi des slides pour illustrer vos propos. En effet, merci Madame la maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc la première page, comme vous pouvez le voir, c'est celle d'avant, c'est la présentation, nous indique que Dijon est une ville résiliente. Alors cela signifie notre capacité à surmonter les chocs traumatiques. Eh bien, nous pouvons dire de manière irréfragable que notre ville est bien armée pour affronter les crises successives que la France subit depuis plusieurs années. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, toutes ces crises ont fragilisé notre pays, nos régions, départements, collectivités. Dijon, notre ville, de par sa maîtrise budgétaire, est en passe d'affronter cet avenir incertain avec beaucoup plus de sérénité que la plupart des collectivités françaises. Madame la maire en a parlé. L'épreuve de notre résilience, et je dirais même de notre ataraxie, figure sur ce graphique qui reprend les principaux ratios financiers de notre ville depuis 2014. En vert, vous voyez l'épargne brute qui reste à un niveau élevé. Je peux vous dire que bon nombre de villes aimeraient pouvoir présenter une telle épargne brute dans leur budget. En rouge, c'est l'évolution de notre dette, dont l'État d'ailleurs devrait bien s'inspirer, car cette dette, après avoir explosé dans les années 90 sous l'ère de Robert Poujade, je me suis toujours demandé ce qu'il a pu se faire pour avoir autant de dettes,
La dette de Dijon n'a fait que baisser de manière continue depuis 2008. 17 ans de baisse continue. On avait 236 millions en 2008, on va arriver à un peu plus de 90 fin 2025. Je vous laisse simplement imaginer l'état de notre résilience, comme on parle de résilience, avec une dette municipale culminant à plus de 300 millions d'euros. En tout cas, à Dijon, notre capacité de désendettement, qui figure en bleu sur ce même graphique, est inférieure à 3 ans, ce qui nous laisse de très très belles marges de manœuvre. Nos efforts de maîtrise budgétaire payent. Et comme l'a dit Mme la maire, le dernier rapport de la Cour régionale des comptes nous l'a confirmé. Nous pouvons être fiers de nos finances. Bon nombre de collectivités aimeraient être dans notre situation. D'ailleurs, régulièrement, des élus d'autres collectivités de France, mais aussi étrangères, de Belgique et même d'Allemagne, pourtant experts en finances, viennent nous interroger. Abordons maintenant le contexte d'élaboration de ce BP 26. Vous le savez tous, la situation nationale est extrêmement complexe et ça n'a pas l'air de s'arranger. Nous espérons une solution qui permettra de réduire les déficits publics nationaux. Des efforts seront nécessaires, mais des efforts justement répartis, et c'est là le plus important. Le Conseil d'analyse économique vient de publier une note intéressante. Les experts ont fixé 2 contraintes. Ne pas laisser la dette publique monter au-delà de 130%, on approche, et viser le début d'une réduction de la dette à l'horizon des 6 prochaines années. Toujours selon les experts, pour atteindre ces objectifs, la France devra réaliser 27 milliards d'euros d'économies en 2026 et 148 milliards cumulés sur les 6 prochaines années. Les collectivités ne seront sans doute pas épargnées, alors préparons-nous. Dijon doit se tenir prête. Nous en sommes parfaitement conscients et capables. En tout cas, des décisions nationales qui seront prises dépendra de la France que nous allons laisser aux générations suivantes. En effet, avec 52 milliards d'euros dépensés cette année pour payer les intérêts de la dette publique, la France n'a jamais eu autant d'argent à verser pour rembourser ses créanciers. La dette publique ne cesse d'augmenter depuis 1975. 1975, impressionnant. Hein ? Le déficit public devrait atteindre encore 5,4% du PIB en 2025. Alors, comme vous savez, la mise en place du budget de la Nation reste impossible à prévoir aujourd'hui. Comme nous l'avions déjà effectué l'année dernière, les données figurant dans notre rapport sont issues de la version initiale du PLF 26. Les ajustements budgétaires qui pourraient être nécessaires en fonction de l'évolution de la situation seront alors à réaliser dans le cadre du BS ou par décision modificative par DM. Le budget de Dijon sera en tout cas voté en décembre. Et comme vous l'avez dit, dans le même temps, il y a beaucoup de communes qui repoussent même le DOB après les municipales. Notre construction budgétaire 26, en tout cas, s'est inscrite dans la continuité de l'adoption par le Conseil de Dijon Métropole d'un ambitieux plan climat-biodiversité pour la période 24-30. 3 priorités se sont imposées. L'atténuation de nos impacts sur le climat et la biodiversité, une adaptation aux conséquences des changements déjà à l'œuvre et une coopération pour affronter les défis majeurs en matière climatique et de perte de biodiversité. Pour cela, il nous faudra rechercher le meilleur rendement environnemental dans chaque euro investi. Sur l'image suivante, nous pouvons voir que notre budget 26 s'inscrit dans une conjoncture particulièrement incertaine, avec un scénario de faible croissance et d'une inflation modérée. Sur ce slide, on peut voir la baisse de PIB de 7,40 en 2020, au moment de la crise sanitaire, le rebond en 2021, plus 6,90, et progressivement une érosion pour atteindre en 2025 0,7. Pour 26, il est espéré une hausse du PIB de 1%, mais c'est un peu un pari, car au regard de la situation économique et politique, c'est un peu compliqué de faire des prévisions budgétaires. Parallèlement, il faut s'attendre à une inflation modérée en 26, dans la continuité du fort ralentissement constaté depuis 24. Bien entendu, sauf nouveau choc économique ou géopolitique majeur. Il est bon de se rappeler que nous avons vécu une hausse très forte de l'inflation dans les années 21 jusqu'à 24, avec des conséquences difficilement supportables pour le bloc communal. Heureusement que Dijon a pu supporter peut-être un peu plus facilement que les autres, notamment sur les dépenses réelles de fonctionnement, avec le renchérissement considérable des charges énergétiques, notamment l'électricité et le gaz. Désormais, le retour à une inflation nettement plus modérée va contribuer à atténuer cette progression des dépenses réelles de fonctionnement. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, la baisse de l'inflation va provoquer un ralentissement des recettes réelles de fonctionnement, et je pense notamment à l'actualisation légale des bases de la fiscalité perçue par la ville. L'endettement de notre pays, c'est 110% du PIB. C'est le 3e le plus élevé de toute l'Union européenne. Il n'y a que la Grèce et l'Italie qui font pire. On n'a vraiment pas de quoi être fiers, en tout cas.
La dégradation de la crédibilité de la France vis-à-vis des marchés impose de ce fait à la France de présenter, de mettre en œuvre de manière rapide une trajectoire de redressement de ses finances. L'objectif, donc, est un déficit public inférieur à 3% en 29. Est-ce que c'est un vœu pieux? Je ne l'espère pas. En tout cas, pour réduire le déficit, l'État va devoir baisser ses dépenses. Et malheureusement, il va s'attaquer aux collectivités, il va s'attaquer à nous. Et pourtant, nous ne sommes pas responsables de la dégradation des comptes publics. Et une seule preuve, la dette des administrations publiques locales est restée stable, car elle était de 9% du PIB en 1985 et elle est passée à 8,9% en 1923. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas d'évolution. Dans le PLF 26 initial, différentes mesures en défaveur des collectivités locales sont prévues. D'abord, le dispositif de lissage conjoncturel, le DILICO 2, qui devra aboutir, ce dispositif de lissage conjoncturel, à une ponction de 10 milliards d'euros sur toutes les collectivités locales. On espère que Dijon, comme l'année dernière, restera exonéré de cette ponction, mais soyons là-dessus très prudents. Deuxièmement, la poursuite de la hausse très importante du taux de cotisation employeur à la CNRACL pour un montant de 1,3 milliard d'euros. Et pour notre ville, ça devrait représenter une hausse de 1,2 million. 1,2 million déjà. Quant à la baisse de la compensation de la valeur locative des locaux industriels, si jamais cette mesure était appliquée, la ville de Dijon devrait subir en 26 une perte de recettes de 700 000 euros. Vous cumulez vous-même. Hein. Plusieurs ponctions d'ajustement sont également prévues, avec le recul attendu du soutien de l'État à l'investissement local, auquel s'ajouterait une nouvelle réduction du fonds vert, un recentrage du FCTVA, mais là, malheureusement, ça touchera plus les intercommunalités, donc Dijon Métropole, la suppression confirmée du fonds de soutien au développement des activités périscolaires à compter de l'année scolaire 25-26. Vous voyez, c'est quand même des perspectives budgétaires pas très réjouissantes. Alors, une petite lueur d'espoir, mais avec un bémol quand même sur lequel je reviendrai, c'est la DGF dont la maire a parlé. La dotation globale de fonctionnement a été gelée en 2026 à l'échelle nationale, mais pour Dijon, elle devrait légèrement progresser en 26. D'ailleurs, depuis 2017, on peut se féliciter qu'on ait une hausse de la DGF, même très faible, en tout cas c'est une hausse, et on a beaucoup perdu sous les 2 présidences précédentes par contre. Plusieurs dizaines de millions d'euros de perdus sous Nicolas Sarkozy, François Hollande. Il est bon de se rappeler. Concernant la DGF, par contre, il y a un bémol. C'est vrai, il faut le dire. Il y a un bémol. Et ce bémol, il est important de se rappeler que la DGF de la ville de Dijon, Mme la maire l'a précisé, mais c'est quand même important de marteler cela. Pour l'année dernière, c'est 222 euros par habitant la moyenne de la strate. Et nous, on n'est qu'à 167 euros. Donc pareil, le calcul qui a été fait tout à l'heure, vous l'imaginez, les millions d'euros de perdus par notre ville en comparaison de villes démographiquement identiques comme Le Havre, Angers, c'est quand même très injuste. Donc voilà, le décor politique et économique est planté. Nous pouvons aborder maintenant les priorités d'action et les objectifs financiers pour l'élaboration de notre BP 26. Alors je tiens d'abord à remercier le service financier de la ville, le DGS aussi, qui ont fait comme chaque année un travail remarquable avec les services de la ville pour réaliser de véritables efforts de maîtrise budgétaire. C'est particulièrement obligatoire en cette période pour nous rendre finalement, vous le verrez, une perspective de budget 26 peut-être meilleure que celle de 25 et ceci dans des conditions particulièrement complexes, vous l'avez entendu. Donc 6 priorités d'action qui apparaissent sur votre slide. Voilà. Chaque priorité d'action est décrite dans le rapport. Permettez-moi donc d'aller uniquement à l'essentiel. La première, c'est l'amélioration du quotidien des citoyens, des usagers, des associations. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier le maintien intégral de l'enveloppe des subventions destinées aux associations. C'est un effort voulu par nous-mêmes important, à saluer, car peu de collectivités peuvent encore le réaliser, n'ont plus les finances pour le faire. Il y a beaucoup qui appliquent 20, 30%. Nous, nos finances nous permettent de garder ce maintien intégral de l'enveloppe. C'est un choix d'aider les associations, véritable lien sociétal. En 26, dans la continuité des années précédentes, l'attention sera donnée au patrimoine et ça constituera à nouveau une priorité du BP avec l'achèvement des travaux de rénovation d'extension de la maison des associations, la mise en service prévue au premier trimestre 26 de la maison de quartier Majorelle au sein du quartier Arsenal, la poursuite, et ça c'est important, de notre vraiment enveloppe budgétaire qui s'appelle Ambition éducative 2030. C'est une autorisation de programme, 75 millions d'euros TTC. Et l'année 26, ça constituera une année importante avec une enveloppe prévisionnelle de 8,4 millions d'euros, dont l'important projet de déconstruction et reconstruction de Joséphine Baker, du groupe scolaire Colombière, la poursuite des démarches au niveau du groupe scolaire L'Arrêt,
l'achèvement des études programmatiques afférentes à la rénovation du groupe scolaire Voltaire, qui est l'avant-dernier établissement encore équipé de préfabriqués. Vous voyez, ça avance. Enfin, le contrat est énorme, 75 millions d'euros. Les nombreuses opérations de rénovation et de modernisation des écoles figurent dans le rapport. Concernant les équipements sportifs, pareil, amélioration de l'accueil des personnes à mobilité réduite au Palais des Sports, finalisation des travaux de modernisation à la piscine de la Fontaine-Douche, poursuite des rénovations de toiture des équipements. Concernant le patrimoine historique et culturel, nous accordons également une importance particulière aux gros entretiens. On peut citer notamment, de façon non exhaustive, l'église Saint-Philibert, la réalisation de travaux de mise en sécurité de Notre-Dame, la sécurisation de Sainte-Anne, la rénovation de la toiture de Ciel-Clairvaux, la restauration de la Vierge Notre-Dame de Bon-Espoir de l'église Notre-Dame, le nettoyage, et ça je vous invite à aller voir, non pas le nettoyage, mais la mise au tombeau de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem. C'est un lieu particulièrement émouvant, situé dans une cour de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, la cour Sainte-Croix de Jérusalem d'ailleurs, et je vous invite à la découvrir si ce n'est déjà fait. N'est-ce pas, Madame Martin ? Pour clore cette priorité, il est important de préciser la rénovation du poste de police des Grésilles pour un montant de 750 000 euros. Deuxième priorité d'action, le renforcement de la tranquillité publique et de la sécurité des habitants. Alors, au-delà du risque terroriste récurrent depuis plusieurs années, les grands pôles urbains de notre pays demeurent confrontés à de plus en plus d'incivilités, dégradations, risques, trafic de drogue, violences urbaines. Et donc, c'est la sécurité du quotidien qui est fortement affectée. Et même s'il est temps aujourd'hui de répondre à ces différents défis, les polices municipales sont pleinement engagées dans les actions de prévention et de tranquillité publique. La ville continue à renforcer la police municipale. L'objectif de renforcer l'effectif de la police municipale à hauteur de 100 agents au cours du mandat est désormais atteint. On peut s'en féliciter. On peut également souligner la création et le renforcement du groupe de soutien d'intervention, le GSI. Le déploiement de l'armement létal est désormais effectif pour l'ensemble des policiers. Pour rappel, cet engagement est fondé sur les nécessités de protection tant des policiers municipaux eux-mêmes, c'est important, que d'autrui. Et n'oublions pas la revalorisation du métier de policier municipal. C'est un métier difficile qui se poursuit avec la mise en application du nouveau régime indemnitaire plus favorable. Et je les félicite. Autre point important, la poursuite du renforcement de la vidéoprotection sur le plan quantitatif et qualitatif, avec un total de près de 230 caméras. Troisième priorité, la transition climatique et le développement durable. Donc, j'ai déjà abordé cette priorité dans les propos liminaires. Notre ville s'inscrit pleinement dans la dynamique et le respect des orientations du plan climat-biodiversité 24-30 de Dijon Métropole. La ville de Dijon, de même que l'ensemble de l'agglomération, constitue un territoire qui a su agir très vite pour réduire les impacts de son activité sur l'environnement et souhaite atteindre la neutralité carbone avant 2050. Quelques exemples. M. Waraud en a parlé tout à l'heure, mais la création de parcs et espaces verts supplémentaires comme le square Mirande, la poursuite de l'aménagement d'îlots de fraîcheur dans les différents quartiers, la désimperméabilisation d'espaces publics ainsi que des cours d'école, le faucardage du lac Kyr, l'installation de brumisateurs, des plantations arborédantes sur le modèle Miyawaki et la poursuite des plantations annuelles sur le site de la forêt des enfants. N'est-ce pas, Madame la maire? Vous y avez planté des arbres hier, je crois, par grand froid en plus, avec un bonnet. Quatrième priorité d'action, Dijon, une ville résolument solidaire. Alors malgré un fort ralentissement de la hausse des prix depuis la fin de l'année 23, vous l'avez vu avec la courbe de l'inflation, les prix n'ont globalement pas retrouvé et ne trouveront probablement pas leur niveau antérieur à la poussée inflationniste débutée à la fin de l'année 21. S'ensuit une fragilisation durable des personnes et des ménages, mais heureusement la ville, grâce à son CCAS, intervient et nécessaire maintien d'un niveau élevé d'aide à destination des Dijonnais. La ville poursuivra ainsi son rôle d'acteur essentiel de l'action sociale de proximité, avec l'accès aux droits, lutte contre la pauvreté, l'accompagnement du vieillissement, le renforcement des partenariats, la lutte contre la fracture numérique, les violences faites aux femmes, on en a parlé, et les violences intrafamiliales. De manière plus générale, la dimension éducative également constitue un enjeu important et a été renforcée au cours de ces dernières années avec le programme de réussite éducative, sans oublier bien sûr la politique en faveur de l'âge destinée à mieux protéger et intégrer et valoriser la place des seniors dans la vie de la cité. Et bien entendu, n'oublions pas, chère Stéphanie, la part importante du soutien aux différentes formes de handicap. Tu sais pouvoir compter sur mon soutien, moi-même, en tant que professionnel de santé, confronté quotidiennement à ces situations. Cinquième priorité d'action, Dijon, c'est une ville attractive et rayonnante.
Dans le budget 26, dans la continuité des budgets précédents, nous traduisons l'engagement résolu de la municipalité pour le développement et le renforcement de cette attractivité du rayonnement de la capitale régionale. N'oublions pas l'arrivée et l'installation de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 2 projets phares pour l'attractivité et le rayonnement de notre commune dont nous devons être fiers. Autre grand projet, le parc des expos et des congrès, avec une nouvelle exposition pour un équipement désormais géré par la SPL, Société publique locale Dijon-Bourgogne Events, et qui fera l'objet d'une rénovation importante en 2020 à partir des années à venir. Équipement destiné à renforcer le positionnement de Dijon comme une véritable capitale d'affaires. Et 2026 verra la désignation d'un groupement d'entreprises en charge de la conception, réalisation et maintenance du site. En 26, nous confirmons aussi notre engagement fort en faveur du sport, un vecteur essentiel de cohésion sociale et de promotion de la santé publique, n'est-ce pas ? Avec un soutien financier de 2,6 millions alloué au fonctionnement des associations sportives. Encore une fois, on peut se le permettre grâce à notre budget. Après l'importante rénovation de la base nautique du Lac-Kyr, le soutien au tennis club dijonnais, l'année 26 sera marquée par l'achèvement du gymnase Arsenal. Et pour rendre notre ville attractive et rayonnante, nous appuyons aussi sur la culture. Et notre ville est particulièrement riche sur le plan culturel. Et 26 verra la modernisation et la transformation de l'ancienne bibliothèque La Nef, baptisée Bibliothèque Colette, opération qui devrait être cofinancée à hauteur de 50% par plusieurs partenaires, État, région, conseil départemental. N'oublions pas aussi l'extension du dancing, le centre de développement chorégraphique national, situé dans le quartier des Grésilles. Le coût total devrait s'élever à 5,4 millions, pareil, cofinancé à hauteur de 3 millions. Bien entendu, il ne faut pas oublier, et ça c'est important, le soutien constant et volontariste à près de 200 associations culturelles pour plus de 5 millions d'euros, bien sûr hors subvention de fonctionnement en régie personnalisée de l'opéra et de la vapeur. Enfin, dernière priorité d'action, c'est embellir l'espace public, moderniser sa gestion. L'embellissement et la mise en valeur de l'espace public s'inscrivent dans la continuité des actions menées au cours du mandat précédent, ainsi que de l'intégration de notre centre historique au périmètre inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce dont on peut être fier. L'aménagement intégral de l'axe Monge, poursuite embellissement de la rue de la Liberté. Et en 26 sera engagée une nouvelle opération façade sur l'axe Bossuet-Monge et la valorisation et l'extension du jardin japonais qui devrait s'achever en 26. Concernant la modernisation de la gestion d'espace public, nous pouvons citer la rénovation des caméras de vidéo, le développement régulier de caméras complémentaires, la rénovation des équipements de sécurité incendie sur les 250 sites de la collectivité, c'est énorme, la rénovation du LED, en LED de l'éclairage public, le développement d'applications mobiles en Dijon, qui permet d'accroître les interactions entre les usagers et la ville. C'est un véritable projet qui répond à la priorité accordée par la municipalité au renforcement de la tranquillité publique et de la sécurité des habitants, c'est important. Vous avez vu les 6 grandes lignes, j'ai été vite pour les annoncer, les énumérer, vous les retrouvez dans le rapport. Tout ceci, bien sûr, a un coût financier. Il est temps d'aborder les objectifs financiers pour la construction de ce BP. Les dépenses d'équipement de la ville devraient s'élever en 26, en fonction des restes réalisés, entre 55 à 57 millions d'euros, soit un niveau toujours très, très soutenu. Pour rappel, les investissements étaient de 64 millions d'euros au BP 23, 62 au BP 24 et 57,3 BP 25. Au cours du mandat précédent, la moyenne uniquement des investissements s'élevait à 33,3 de 2014 à 2020. Donc vous voyez, en 2026, on peut dire qu'on enregistrera à nouveau un montant très élevé d'investissement et c'est les entreprises locales qui vont être à vie et les nombreux salariés. Et si nous pouvons nous le permettre, c'est grâce à notre situation budgétaire solide. Et ceci toujours avec une stabilité des hautes impositions pour la 10e année consécutive. La 10e année. Au final, notre capacité d'autofinancement est préservée. Nous espérons plus de 30 millions d'épargne, en tout cas près de 30 millions d'épargne brute, mieux qu'en 2025. Bien entendu, tout cela, c'est sous réserve de l'incertitude du PLF 26. Donc merci aux services, à leur direction, car le maintien d'une capacité d'autofinancement la plus élevée possible constitue un enjeu majeur pour notre ville. Au final, grâce à cet accroissement régulier de l'épargne brute et de par l'endettement municipal qui n'a cessé de diminuer depuis 2008, on peut dire qu'on constate une amélioration indéniable de la situation financière de notre commune. D'ailleurs, ça a été souligné, je le répète, par la Cour régionale des comptes, qui était la Chambre régionale des comptes, qui était pourtant, cette situation financière, elle était pourtant très dégradée à la fin des années 90,
comme on peut le voir sur le dernier graphique. Notre gestion financière, parfaitement maîtrisée, assumée, a ainsi permis à notre ville d'aborder, dans des conditions financières solides, à la fois la crise sanitaire du Covid, ses conséquences économiques et sociales et budgétaires, la crise énergétique, la forte poussée inflationniste entre 22 et 23, je vous ai dit, le gaz, l'électricité, le ralentissement économique, toujours en cours et débuté en 23, et enfin, maintenant, la dégradation de la situation des finances publiques et les mesures qui vont être prises difficiles. Heureusement, à Dijon, nous savons mieux gérer la dette que l'État. Il devrait peut-être prendre exemple, car nous devrions retrouver un niveau d'endettement fin 2025 inférieur à celui de 88. C'est impressionnant quand même, hein ? 17 années de baisse consécutive de l'encours de la dette, qui dit mieux. En tout cas, les Dijonnais peuvent être rassurés, et c'est là l'essentiel, les finances de notre ville se portent bien. Ils peuvent être rassurés. Notre ville est devenue un modèle de gestion budgétaire municipale envié par bon nombre de collectivités. Et je vous laisse encore une fois imaginer quelques instants une trajectoire de dette dans la continuité de celle engagée dans les années 90. Là, je pourrais dire qu'on ne serait pas dans une situation sereine, mais plutôt dans une situation catastrophique, avec peut-être une capacité de financement nulle. En tout cas, calculer simplement les intérêts d'emprunt à verser, nous n'aurions plus d'investissement, plus d'épargne nette, une véritable cata. Donc dans l'avenir, il faudra s'atteler à maîtriser l'endettement, parce qu'un jour, il faudra bien se réendetter. Allons-y doucement. Vous pouvez compter sur moi, sur nous. Il nous faut garder un encours de dette soutenable, toujours au regard de notre capacité d'autofinancement. C'est ça qui constitue un objectif prioritaire et réaffirmé de notre municipalité. Et je sais, Madame la maire, je sais que toute l'équipe, vous partagez totalement cette analyse et je vous remercie. Merci, Monsieur Desailles, pour cette présentation claire et détaillée.